Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la MONUSCO va cesser d'approvisionner en nourriture près de 7000 anciens rebelles congolais. La mission onusienne demande aux autorités de Kinshasa de prendre le relais. La transparence des élections, un défi pour le Maroc. 41 instances ont été accréditées pour l'observation des élections des membres des conseils régionaux et d'arrondissement et puis reprise des activités sur le corridor Bangui-Douala. Un soulagement au moment où les craintes de pénurie commençaient à se faire sentir dans la capitale centrafricaine. Mais avant de développer ces titres, Libreville, toujours au centre des tractations économiques. Après le forum de l'AGOA, place au New York Forum Africa. L'événement qui s'ouvre ce vendredi dans la capitale gabonaise réunit plusieurs leaders internationaux. Ces derniers s'attacheront à conclure des partenariats publics-privés afin de générer des investissements dans l'énergie du continent, thème retenu pour cette 4e édition. Plus de vivres pour les ex-rebelles congolais dès le mois de septembre 2015. La MONUSCO a en effet annoncé la suspension de son aide aux ex-FDLR. Principale raison évoquée, le coût évalué à 2 millions de dollars par mois. Le point tout de suite avec Alioune Guindo et Bertrand Digna. À partir du 15 septembre 2015, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo va cesser d'approvisionner en nourriture les ex-rebelles réfugiés dans les différents camps de démobilisation que compte la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi 26 août le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, expliquant que la mission onusienne manque de moyens financiers. Il y a 6800 ex-combattants que la MONUSCO nourrit et le coût de cette aide s'élève à 2 millions de dollars chaque mois. On est en train de parler avec le gouvernement pour arrêter la nourriture le 15 septembre pour les autres camps et le 30 septembre pour celui de Kisangani. Il est temps de transférer cette responsabilité au gouvernement congolais. La gestion de ces camps d'ex-combattants revient à la République démocratique du Congo et la MONUSCO apporte une aide alimentaire et logistique. Avec un budget de 1,4 milliard de dollars et plus de 20 000 hommes, la MONUSCO est l'une des missions des Nations Unies les plus coûteuses. Mais le nombre de conflits autour du monde y faisant, la crise que subit la République démocratique du Congo n'est plus une priorité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est possible que les moyens manquent parce que le Congo n'est plus le centre d'intérêt comme il en fut question il y a quelques années. Aujourd'hui, avec la multiplication des guerres par-ci par-là, le problème des réfugiés qui bat tous les records, la recherche de moyens que les États ne donnent pas parce que la crise traverse surtout les grands pays industrialisés et qui sont les grands contributeurs des Nations Unies, il est possible que cet argument soit valable. Mais comme le climat s'est alourdi entre l'organisation, la MONUSCO donc, et le gouvernement congolais, alors, s'il n'y a plus de quoi nourrir ces individus, la MONUSCO a voulu mettre le gouvernement congolais devant un fait accompli, ce qui n'est pas tout à fait convenable par les temps qui courent, parce que même si il manque de moyens, il n'est pas possible de penser que le gouvernement congolais en a autant. La République démocratique du Congo se doit à présent de prendre le relais et aurait déjà débloqué 1,5 million de dollars afin d'assurer le bon fonctionnement du programme de démobilisation, un programme estimé à 85 millions de dollars. Au Burundi, les positions sont plus tranchées que jamais. L'opposition dit ne plus reconnaître Pierre Nkurunziza comme président de la République et ce, depuis ce mercredi 26 août 2015, date marquant la fin de son 2e mandat. Pas de quoi inquiéter le camp présidentiel qui considère que le temps des discussions est révolu. Le point sur la situation avec Lise Elsi à Kizimana. L'opposition ne reconnaît pas le président Pierre Nkurunziza en tant que chef de l'État du Burundi depuis mercredi 26 août 2015, date officielle de la fin de son 2e mandat. Rassemblé au sein du Sénarède, le Conseil national pour le respect des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et la restauration de l'état de droit, les partis politiques de l'opposition, d'anciens membres du CNDD-FDD parti au pouvoir, ainsi que des membres de la société civile réclament le départ immédiat du président Nkurunziza. Nous, en tant que Sénarède, nous considérons que le pays connaît aujourd'hui un vide institutionnel. Pierre Nkurunziza n'existe pas en tant que président, mais il existe en tant que citoyen burundais. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire en sorte qu'il puisse être privilégié, n'est-ce pas, un dialogue, des négociations, pas entre le Sénarède
le Sénarède est le président de la République, Peter Nkurunziza. Mais en tant que Peter Nkurunziza, justement pour lui demander de partir sans heure, justement pour lui demander de quitter pour laisser la place à un gouvernement de transition qui pourrait, à son tour, organiser des élections libres, démocratiques, etc. Le Sénarède, qui s'oppose à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, a été créé à l'issue d'une rencontre entre les différents membres de l'opposition et de la société civile à Addis Abeba en Éthiopie. De son côté, le CNDD-FDD refuse de reconnaître la légitimité du Sénarède. Comment reconnaître des gens qui veulent renverser le pouvoir? Comment voulez-vous qu'on reconnaisse des gens qui ne reconnaissent même pas le pouvoir qui est en place? Un pouvoir démocratiquement élu. Il faut qu'ils sachent, et même les termes qu'il faut utiliser en sachant aussi, en se projetant donc dans l'idée de vouloir quelque chose qui soit positif. Nous ne comprenons même pas leur langage, nous ne comprenons pas. Pour l'heure, le dialogue est donc rompu au Burundi. L'opposition exigeant la démission du président Pierre Nkurunziza et le gouvernement qui, bien qu'il se soit déclaré ouvert au dialogue, n'entend pas négocier la question du troisième mandat du chef de l'État. Au Maroc, l'élection des membres des conseils régionaux et d'arrondissement est prévue ce 4 septembre 2015. Un scrutin sur haute surveillance à 41 instances dont 34 associations marocaines ont déjà été accréditées pour leur supervision. Ipora Tinjai. La transparence au centre des élections des membres des conseils régionaux, communaux et d'arrondissement au Maroc. Plusieurs mesures ont été prises par les autorités marocaines afin de garantir le bon déroulement de ces scrutins. Au total, 41 instances sont déjà accréditées pour l'observation de ces élections. Parmi elles figurent 34 associations marocaines, le Conseil national des droits de l'homme et 6 organisations non gouvernementales internationales. Des mesures prises, d'abord il y a eu un discours du roi où il a parlé directement aux citoyens pour les inciter à refuser toutes les pratiques, disons, anormales, illégales aujourd'hui par rapport aux autorités. Donc le roi a réclamé que les citoyens assument leurs responsabilités. Il leur a même expliqué que, avec des métaphores, avec aussi des exemples à l'appui, l'importance des élections, l'importance de l'engagement du citoyen par rapport aux élections. Je ne vais pas exagérer si je vous dis qu'il s'agit d'une première expérience réellement démocratique. Notons que des litiges ont été déjà signalés. Au total, 128 plaintes relatives aux élections communales et régionales ont été déjà déposées auprès des parquets généraux. Les citoyens ont pour ces élections pris conscience de leur rôle dans le processus démocratique. Tout ça a joué. Aujourd'hui, les citoyens, quand vous les rencontrez, ils sont conscients de la lourde responsabilité qui les attend et ils sont conscients aussi qu'il y a eu rupture avec le passé où effectivement il y avait beaucoup d'anomalies qui empêchaient la mise en place d'une véritable démocratie où le citoyen ne soit pas victime de pression. Rappelons que l'élection des membres des conseils régionaux et d'arrondissement est prévue ce 4 septembre 2015. La campagne électorale, débutée le 22 août, prendra fin, quant à elle, le 3 septembre 2015 à minuit. Dans l'actualité également, Donald Kaberuka arrive au terme de son mandat à la tête de la Banque africaine de développement. Il a fait ses adieux aux autorités togolaises ce mercredi et à cette occasion, il a été fait un grand officier de l'Ordre national du mérite par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Il faut dire que Donald Kaberuka quitte l'institution sur un bilan jugé excellent. Il passera le flambeau fin août à son successeur, le Nigérian Akinwumi Adesina, élu en mai 2015. C'est un ouf de soulagement, notamment pour les populations centrafricaines. Après plusieurs semaines de grève, le trafic a repris sur le corridor Douala-Bangui et ce, grâce à la mise en place d'un nouveau dispositif. Désormais, la sécurité des transporteurs sera assurée par des militaires. Deogracias Podo. Après plusieurs semaines de blocage, le trafic a repris le 24 août 2015 sur le corridor Douala-Bangui. Depuis le 29 juillet 2015, plusieurs centaines de camions étaient immobilisés dans le parc automobile de Garoua-Boulé, date d'entrée en vigueur de la grève des transporteurs camerounais qui dénonçaient l'insécurité en Centrafrique. Conséquence, soit une spéculation ou une pénurie des denrées alimentaires sur le marché centrafricain, obligeant la plupart des commerçants à suspendre leurs activités. Sans la route là, ça ne tient pas, la population souffre. Maintenant, toutes les choses, ce qui est un peu resté ici là, tout est augmenté.
Et si il y a une petite quantité qui est restée, et si c'est fini là, la population, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir de faim. Désormais, les armées camerounaises et congolaises viendront également en renfort au contingent de la MINUSCA. Ils auront pour mission d'accompagner le cortège des camions pour éviter toute attaque des groupes armés susceptibles de créer de nouvelles situations d'insécurité sur le corridor Douala-Bangui. Un soulagement non seulement pour les transporteurs, mais également pour les populations centrafricaines. Selon les Nations Unies, le conflit dans ce pays aurait occasionné une hausse de 30 à 70% des prix des produits alimentaires de base. L'insécurité n'est pas seulement le problème d'armes qui tue, mais quand un être humain ne mange pas sa faim, il n'arrive pas à trouver ce qu'il faut pour qu'il puisse justement essayer d'être à l'aise, s'il n'y a pas plus insécurité que l'insécurité alimentaire. Autre disposition sécuritaire, le nombre de camions par convoi sera désormais limité à 60 contre 120 auparavant. Tous ces véhicules devront être soumis au contrôle complet, aussi bien à Douala que sur le chemin de retour de Bangui. Une base militaire renforcée sera également installée entre Baboua et Bouar, zone la plus à risque pour les chauffeurs camerounais. Un point à présent sur l'Afrobasket 2015. Pas de grosse surprise en quart de finale ce jeudi. La Tunisie a battu le Mali 67 à 60. L'Égypte s'est inclinée face à l'Angola 63 à 83. De son côté, le Sénégal a battu l'Algérie 75 à 58. Et puis, défaite du Gabon face au Nigeria, score final 64 à 88. Et la compétition se poursuit ce vendredi avec le début des demi-finales. La Tunisie affronte l'Angola et le Sénégal fera face au Nigeria. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.